qu'est-ce qui se passe si on stop oil? Ok, l'année prochaine, le prix explose. Mais l'année d'après, le monde entre en récession parce que l'énergie, c'est ce qui fait fonctionner les machines. Et quand les machines ne fonctionnent pas, l'économie produit moins. Et donc, on rentre en récession. Et comme ce n'est pas aux gens dans cette salle que je vais apprendre la macroéconomie, si on produit moins, il y a moins de revenus. Ce qui veut dire que l'année d'après, on a moins de pétrole, mais un consommateur moins solvable. Est-ce que le nouveau prix d'équilibre du pétrole dans cette affaire-là, il est au-dessus ou en dessous du prix d'avant? Personne n'en sait rien. Et du reste, quand vous regardez dans le passé, il n'y a aucune élasticité prix-volume sur le pétrole. Aucune. D'accord ? Et il n'y en aura aucune à l'avenir. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les actions qui sont nécessaires à la transition énergétique soient mises en place? Vous avez tous les deux en tête des méthodes, des outils. Jean-Marc, comment faire pour mettre en place ces actions? Alors, quand j'ai dit tout à l'heure que si j'avais la solution à comment est-ce qu'on accepte de ne plus mettre dans nos éléments de statut des grosses possessions matérielles, je serais un homme heureux, en fait, c'est normal, à mon grand âge, il y a des trucs que j'oublie. J'ai quand même oublié un petit motif d'espoir dans cette histoire, c'est que certes, nous aimons les possessions matérielles, mais il y a un autre truc que nous adorons, c'est les certitudes. On aime bien l'avenir prévisible, parce que ça aussi, ça nous renvoie à l'époque où l'avenir prévisible, c'était savoir que la proie passait toujours au même endroit, donc qu'on aurait à manger, savoir qu'on allait retrouver la grotte là où on l'avait laissée, etc. Donc on aime quand même bien, là on a tous quand même énormément d'habitudes. Il n'y a pas beaucoup de gens dans cette salle, sauf les SDF éventuels qui seraient rentrés, qui ont l'habitude d'aller au hasard dormir le soir. D'habitude, on a nos habitudes. Voilà. Donc on aime bien les habitudes. Et dans la transition, la seule monnaie d'échange qu'on ait contre la diminution de nos possessions matérielles, c'est l'augmentation des certitudes, c'est l'augmentation de la confiance en l'avenir. C'est le seul truc qu'on puisse vendre en face, c'est de dire, très bien, on aura des plus petites voitures, voire pas de voitures du tout, et des trottinettes, mais en face de ça, on augmente le degré de certitude qu'on a et la confiance qu'on a en l'avenir sur le fait qu'on va garder la paix, le fait qu'on s'entende bien, le fait qu'on aura à manger à sa faim, etc. Et en fait, dans les constructions globales, et ça c'est aussi difficile de le vendre juste avec une taxe carbone, dans les constructions globales, on a besoin de vendre ce qui va rassurer dans le fait qu'on s'attaque au problème. D'accord ? On a besoin de montrer. Alors ça peut être de l'emploi là où il n'y en avait pas avant, ça peut être de la sécurité là où il n'y en avait pas avant, ça peut être de la bonne entente avec ses voisins, là où il n'y en avait pas avant, ou là où plus exactement c'est un point d'interrogation. Bref, les gens ne sont pas averses à l'effort à partir du moment où, par ailleurs, ça permet de dissiper le brouillard qu'ils ont devant eux. Par contre, la population, les êtres humains que nous sommes, on est raisonnablement averses au brouillard. Dire on va vous mettre dans l'incertitude, en général, les gens n'aiment pas ça. C'est absolument évident. Donc voilà. Donc et là, à nouveau, c'est la raison pour laquelle, au Shift Project, on pense que le plan d'ensemble est quelque chose qui est plus facile à vendre qu'un signal prix, tout simplement parce que même si ça désigne les efforts, ça dit les choses. Je vais prendre l'exemple du chauffage, donc on en parlait tout à l'heure. Si je dis je vais monter le prix du gaz et du fioul jusqu'au moment où ça vous fera suffisamment mal pour que vous fassiez autrement, je dis toujours pas, je vous ai pas donné de certitude sur la façon dont vous alliez vous organiser autrement. Donc vous savez toujours pas si vous allez sortir 3 couettes et 3 pulls du placard, si vous allez installer une pompe à chaleur, si vous allez baisser le thermostat, ou si vous allez déménager chez vos enfants ou chez vos parents parce que vous n'aurez plus les moyens de vous chauffer. Je vous dis pas tout ça. Si je vous dis, je vais vous obliger à faire tel et tel truc, ok, c'est contraignant, mais je vous ai donné une certitude. Je vous ai dit, voilà comment l'avenir va se décrire, voilà comment... Et c'est incidemment beaucoup plus facile à faire quand vous voulez organiser l'économie dans son ensemble. Si vous dites, voilà tant de gens que je vais obliger, il y a tant de ménages qui se chauffent au gaz dans ce pays, je vais les obliger à passer à la pompe à chaleur, eh ben, je dis également à peu près combien d'usines de pompes à chaleur il faut que j'ai, à peu près combien d'installateurs de pompes à chaleur il faut que j'ai, à peu près... voilà, je dis toutes ces choses-là, et ça permet de s'organiser de façon beaucoup plus globale. Et ça, c'est quelque chose qui amène un élément de certitude qui est assurément quelque chose de positif dans le discours, parce que ça rassure les gens de leur dire où on va, même si ça comporte des efforts. Ça rassure tellement les gens de leur dire où on va, même si ça comporte des efforts, que de temps en temps, on est même capable d'entraîner des populations dans la guerre. Bon, la guerre, c'est quand même un peu plus désagréable que de devoir avoir une plus petite voiture. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je sais quand même assez vite où je fais mon choix. Donc, ça montre bien que, encore une fois, il y a un élément quand même, qui est un élément qui doit être vraiment pris en compte dans cette histoire, qui est l'élément de la certitude. Et alors, du coup, je vais faire un petit crochet par la certitude sur le prix.
dans Just Stop Oil. Qu'est-ce qui se passe si on stop oil? Ok, l'année prochaine, le prix explose. Mais l'année d'après, le monde entre en récession parce que l'énergie, c'est ce qui fait fonctionner les machines. Et quand les machines ne fonctionnent pas, l'économie produit moins. Et donc, on rentre en récession. Et comme ce n'est pas aux gens dans cette salle que je vais apprendre la macroéconomie, si on produit moins, il y a moins de revenus. Ce qui veut dire que l'année d'après, on a moins de pétrole, mais un consommateur moins solvable. Est-ce que le nouveau prix d'équilibre du pétrole dans cette affaire-là, il est au-dessus ou en dessous du prix d'avant? Personne n'en sait rien. Et du reste, quand vous regardez dans le passé, il n'y a aucune élasticité prix-volume sur le pétrole. Aucune. D'accord ? Et il n'y en aura aucune à l'avenir. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de prévoir le prix du pétrole. Moi j'ai un très beau graphique qui montre toutes les prévisions de prix du pétrole qui ont été faites par l'Agence internationale de l'énergie sur les 25 dernières années, avec ce qu'a vraiment été le prix du pétrole. Chaque fois que je le montre, ça fait rigoler tout le monde en conférence. Donc il faut juste arrêter de prévoir le prix du pétrole. Et voilà, il sera ce qu'il sera. La seule chose qu'on peut dire, c'est que dans un monde très contraint, où l'offre est très contrainte, il va devenir volatile. Ça c'est un truc qu'on peut assez facilement argumenter. Pour le reste, donc Just Stop Oil, ça rend le prix volatile, ce qui effectivement n'est pas une bonne chose, parce que ça, clairement, ça empêche de s'organiser correctement. Mais ça, encore une fois, tel que l'économie est organisée aujourd'hui, un pétrole qui chute rapidement, c'est moins de marines marchandes, c'est moins de camions, c'est les flux de personnes dans les grandes villes tertiarisées que nous avons créées, qui sont beaucoup plus difficiles à organiser. Et donc tout ça, ça signifie très concrètement une économie qui décélère. Donc, voilà. Donc en fait, l'élasticité prix-volume, ça marche très bien pour un produit qui n'est pas indispensable physiquement au fonctionnement de l'économie. Donc si demain matin, j'ai moins de sac à main, effectivement, ça ne touche pas la solvabilité du consommateur. Par contre, il y aura moins de sac à main. Le prix du sac à main va d'autant plus monter qu'il y aura peu de sac à main. Mais avec des commodités qui sont essentielles physiquement au fonctionnement de l'économie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Enfin, deux choses là-dessus quand même, si vous me permettez, Caroline. Première chose, la certitude sur le prix, dire aujourd'hui qu'une taxe carbone à 250 € en 2030 est compatible avec l'objectif de réduction de 55% d'émissions de CO2, ça c'est à peu près clair. Et ça donne le là au marché. C'est complètement clair que plein d'entreprises, sachant que le prix sera de 250 € la tonne de CO2 dans 7 ans maintenant, dans moins de 7 ans, je peux vous assurer que si on était crédible, si la politique était crédible là-dessus, je suis d'accord que c'est un gros si, parce que la loi de finances est annuelle. Effectivement. Mais ça, à nouveau, mais c'est aussi problématique pour la planification. Qui peut dire si ce à quoi la SNBC a décrit les choses pour les 30 prochaines années sera effectivement réalisé? La planification, c'est pas que ça. La planification, c'est les documents d'urbanisme, c'est les constructions d'infrastructures, c'est la construction du système électrique, c'est tout ça. C'est l'organisation du système scolaire, par exemple. Tout ça, ça relève de la planification. Et historiquement, on a quand même su projeter ce genre de choses à des échéances plus longues que l'année, beaucoup plus facilement que les sujets fiscaux. Mais donc en fait, dire à nouveau, je répète, je crois qu'on est à peu près d'accord sur Stop Oil et la politique de l'offre, qu'il y a des choses meilleures à faire que ça, et sur la certitude sur les actions spécifiques ou sur le prix. Effectivement, on n'est pas d'accord. Il y a un dernier point sur Stop Oil qui est, à mon avis, pas dans la tête des militants. Je ne dis pas qu'il faut continuer à avoir autant de pétrole qu'aujourd'hui, mais c'est que ça tapera plus durement le gilet jaune d'abord que le jet de Bernard Arnault. Just Stop Oil. Il y aura aussi cette conséquence. Donc c'est un truc, c'est fortement régressif, ce genre de choses.